bienvenue dans ce troisième coin de lecture spécial vos romans. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on va découvrir 3 livres. 3 livres, chers amis, et le troisième de ces livres a été ma lecture préférée de ce mois spécial viewer. Donc restez pour le découvrir, ou alors passez le timecode, on peut faire ça. Mais avant de parler du troisième livre, il faut parler du premier livre. Ils sont très forts, j'ai un public très fort. L'île des porte-chance de Lucy Heiligenstein. J'espère que je prononce ton nom correctement. C'est malheureusement un des moins. Ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir du tout. C'est pour un tas de raisons. Mais heureusement, par contre, la plupart de ces raisons peuvent être réglées avec le temps. Donc ça, c'est très positif. Le roman est sorti l'année dernière, en 2023, ce qui signifie que l'autrice n'avait pas encore 25 ans quand elle a écrit. Et ça, malheureusement, je trouve que ça se sent beaucoup. Ça se sent que l'autrice est jeune. Mais avant tout, de quoi ça parle, l'île des porte-chance. Dans un monde où la Terre ne tourne plus et où chaque région est éclairée par une seule et même lumière, découvrez le destin exceptionnel de Lou, un jeune porte-chance. Sur l'île d'Aube Grise méridionale, il ne fait jamais tout à fait jour, mais jamais tout à fait nuit non plus. C'est là que vit Lou Espérandieu, fils adoptif d'Émérance, une porte-chance professionnelle qui met son don au service du gouvernement, lui apportant ainsi la bonne fortune pour ses projets. Mais depuis quelque temps, de nombreux habitants des terres obscures arrivent sur les plages de l'île, aux grandes dames de certains locaux. Que se passe-t-il vraiment en fin de nuit avec un majuscule à fin et à nuit, c'est un lieu. Que se passe-t-il vraiment en fin de nuit, pays aux confins de ce continent sans lumière qui pousse sa population à s'enfuir? Alors que Lou découvre son pouvoir de porte-chance, autant un don qu'une malédiction, Émérance décide de l'envoyer au midi pour fuir l'agitation qui règne sur l'île. Elle ne se doute pas que d'autres dangers le guettent dans son périple et qu'elle-même va bientôt devoir faire face aux ombres de son passé et à ce qui se cache réellement dans les terres obscures. C'est le début d'un long voyage pour Lou, fait de rencontres exceptionnelles et de dangers. Un voyage qui va le changer à jamais. À jamais! Édition Scrineo. Scrineo.fr, connais pas. Alors, comme toujours pour ces coins lectures spécial viewer, petit avis perso sur la couverture et sur la 4e. La couverture est assez sèche, j'ai envie de dire. C'est le mot qui me vient. Elle est pas vilaine du tout. Elle donne envie de découvrir le livre, ça, y a pas de... Voilà. Juste, elle fait un peu amas de calque, si vous voulez. Je mettrais quand même un bon 4 sur 5, on va dire ça comme ça, je mettrais un bon 4 sur 5. Les couleurs sont jolies. Pour la 4e, par contre, je descendrai à 3. Parce que, d'une part, la présence d'un paquebot, là... est assez bizarre. En lisant le résumé, on jurerait qu'on va faire un roman de fantasy un peu, et franchement, c'est un peu ça, mais dans tous les cas, ça donne pas l'impression d'être un livre où il y aurait des paquebots. Et ensuite, il y en a. Et ensuite, ça concerne le résumé, mais ça concerne aussi un de mes 2 très gros problèmes avec le livre, et ça, on va y revenir très vite. On a cette histoire de terre qui ne tourne pas. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par la conclusion de mon ressenti. Ça va éclairer tous les points que je vais aborder, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Il y a beaucoup de réflexions intéressantes dans ce livre, il y a beaucoup de bonnes idées, et elles sont, j'allais dire survolées, elles sont même pas survolées. Elles sont évoquées. On reste à un niveau très superficiel de réflexion. Et c'est vrai pour tout, mais surtout pour 2 points absolument essentiels de la construction de cet univers, et on va en parler. D'une part, cette idée que la Terre qui s'est arrêtée. Non. Non, déjà. Parce que, bon, moi, tu me dis Terre qui s'arrête, je te dis, ok, bon, on est dans la SF. On est tellement loin dans le futur que non seulement certains personnages parlent de quand la Terre tournait, mais qu'ils savent pas quand ça s'est passé. Donc on est plusieurs millions d'années dans le futur, peut-être même plusieurs centaines de millions d'années. On a oublié quand la Terre s'est arrêtée de tourner. C'est fou, on est loin, quoi. Loin, pas du tout. Pas du tout. Le récit nous parle de vélo, nous parle de collège-lycée, de cerf-volant, donc le fameux paquebot. Donc on n'est pas dans le futur, on est... aujourd'hui. Voilà. Et en plus, on a une carte du monde au début, comme en fantasy finalement, et il y a de la magie. Donc non, alors on est où? On est dans un présent alternatif fantastique, avec des paquebots. Qu'est-ce qu'on fait? On est où? Et ça, je crois que c'est une question que l'autrice s'est jamais vraiment posée. Je crois. Après, c'est une extrapolation de ma part. J'avais une solution pour régler ce problème, moi, personnellement, mais qui collerait pas du tout avec la fin du roman, du coup, mais je vais pas vous spoiler, on en parlera demain sur Twitch, évidemment. Au coin du feu, vous savez comment ça marche. J'ai très envie de vous parler de cette fin, mais on n'en parlera pas. La frustration vient du fait que c'est un peu, la fin, c'est un peu la raison pour laquelle ma note est passée d'un D à un D-. Voilà. Mais on en parlera au coin du feu demain sur Twitch, sur la chaîne Twitch Links TS. La rediffusion sera disponible dans les commentaires quand elle sera disponible. Ma solution, c'était, on est 100% dans un univers de fantasy. On n'est pas sur Terre,
On est dans un autre univers où les différentes contrées ne connaissent qu'une seule exposition au soleil toute leur vie. Et là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est de la fantaisie, ça n'a pas besoin d'être plausible. Voilà, ça a juste besoin d'être cohérent, ça n'a pas besoin d'être plausible. Mais le propos de base, c'est bien, la Terre s'est arrêtée de tourner. Et là, moi, je suis obligé de dire non. Je suis obligé de dire non. Non, parce que d'une part, tout le monde serait mort. Entre la gravité, la force centrifuge, l'attraction de la Lune, celle du Soleil, c'est un équilibre précis, quoi. Si la Terre s'arrête de tourner... Ouais, parce que non seulement elle s'arrête de tourner sur elle-même, elle s'arrête aussi de tourner autour du Soleil, comme par magie. Bah d'une part, nous, on serait écrasés par la gravité, déjà ça, d'une part, et ensuite, la Terre irait s'écraser dans le Soleil. Mais admettons magie, personne ne meurt. Voilà, on meurt pas. On devient tous fous. Toujours exposés au même ciel. Imaginez, soit que le Soleil se lève jamais, soit qu'au contraire, il y a jamais d'ombre. Et si ça fait longtemps que ça dure, au-delà, si vous voulez, de l'impact psychologique désastreux, il y a les impacts physiques. Les populations dans la nuit doivent avoir une peau hyper fragile, une acuité visuelle de dingue. Enfin, il y a un monde de possibles, quoi, à explorer à ce niveau-là. Mais là, on rentre beaucoup plus dans la fantasy dure ou dans la SF dure, quoi. Choisis ta voie. Et l'étendue de cette réflexion dans ce livre, c'est que quand le protagoniste qui vient de l'endroit où le soleil est sur le point de se lever, c'est-à-dire que on le voit pas encore, il a jamais vu le soleil. Quand il voit le soleil pour la première fois, il a 16 ans, je crois. Quand il voit le soleil pour la première fois depuis 16 ans, parce qu'il se dirige vers le midi, au passage, excellent choix de nom. D'une façon générale, les noms, alors c'est qui tout double, soit c'est très bien, soit ça fait trop fantaisie. Le midi, par exemple, c'est un très bon choix de nom. Ce personnage, quand il voit le soleil pour la première fois, disais-je, il a un peu mal à la tête. Non, il voit le soleil pour la première fois, ça lui défonce les yeux. Et ça le rend fou. Imagine, tu vois le soleil pour la première fois à 16 ans, même si t'en as entendu parler, c'est une boule de feu dans le ciel. Ça change, enfin, bref. Et en plus, il continue, et ça m'a troué le... Voilà. Il continue de mesurer le temps de la même façon. Ça n'a absolument aucun sens. Et là, malheureusement, je sens l'autrice qui s'est dit oh, j'ai vraiment pas envie de créer un truc pour ça. Ils font comme avant. Tout notre système de mesure du temps est basé sur la rotation et l'orbite terrestre. Tout. Ça fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Ça fonctionne pas. Absolument pas. Et l'autre truc, c'est tout le système de porte-chance. Et là, on passe à complètement autre chose. Dans cet univers, donc certains personnages rares sont des porte-chance. Ils ont beaucoup de chance eux-mêmes et ils brillent quand leur pouvoir s'active, j'ai envie de dire. Voilà, quand ils j'ai de la chance, ils brillent. Et ces gens-là peuvent donner leur chance en regardant quelqu'un dans les yeux pendant 1 minute en leur tenant la main. Mais ils ont une dose, ils ont une dose finie de chance. C'est-à-dire que s'ils donnent toute leur chance, ils doivent attendre 1 semaine qu'elle se régénère. Alors je me dis, c'est un concept très bancal. Ça demanderait énormément de savoir-faire pour être traité de façon cohérente, cette idée. C'est pas infaisable. Moi, je vois pas comment ça peut être fait, mais je pense que c'est faisable. Mais voilà, ça demanderait un savoir-faire. On est à des années-lumière de ce traitement-là, quoi. Ça fonctionne pas et c'est même pas sur le point de fonctionner, quoi. Alors évidemment, le vrai problème, c'est que la chance, c'est pas magique. C'est une appréciation qu'on se fait a posteriori sur des événements aléatoires. Il y a les probabilités, ça existe, mais la chance... Ça n'existe pas, la chance. La chance, c'est le mot qu'on met sur des événements qui échappent à notre volonté. Quand ces éléments vont en notre faveur, voilà, on parle de chance. Du coup, si tu peux donner ta chance, ça pose 2 questions. D'une part, là, ta volonté rentre en ligne de compte, on n'est pas sur un truc aléatoire, donc il s'agit plus vraiment de chance, puisque tu as influé sur le truc. Et deuxième chose, comment le destin, ou je sais quoi, sait évaluer ce qui est en ta faveur ou pas. Parce que, voilà, le destin, le dieu, le hasard, l'entité qui est atteinte par le pouvoir des porte-chances dans cet univers, il est nul à chier pour évaluer ça. Évaluer qu'est-ce qui joue en ta faveur. La première itération du pouvoir de Lou, le protagoniste, lors d'une manifestation particulièrement virulente devant la boutique de sa mère, quelqu'un lance un caillou, pensant briser la vitre, et voilà. Et ce caillou atteint la pancarte, le panonceau là, en bois, au-dessus de Lou. Celle-ci doit tomber sur sa tête, mais une mouette arrive, se prend la pancarte, et il est sauvé, et il brille de 1000 feux, et tout le village sait que c'est un porte-chance, et ils vont tous vouloir exploiter cette chance. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il a vraiment pas eu de bonne chance ce coup-là. C'est-à-dire que il fallait que la pierre rate carrément sa cible, il fallait que la mouette passe par là au moment où il y avait plein de gens. Enfin, pour moi, là, il a pas de chance. Pareil, plus tard, il joue aux cartes, ce qui est complètement con parce qu'il veut se cacher, il veut cacher le fait qu'il a une chance surnaturelle, et cet imbécile, il joue aux cartes. Bon, passons. Il joue aux cartes, et évidemment, il gagne tout le temps, il brille, et du coup, il se fait repérer par des gens qui veulent exploiter sa chance. En quoi il est... Est-ce que la chance, ce serait pas plutôt de ne jamais gagner, et donc de passer inaperçu?
par chance. Genre, à aucun moment, sa chance ne s'est déclarée. Quelle chance paradoxale. Mais là, voilà, là c'est toi, auteur, tu te démerdes. Et en fin de compte, on se retrouve avec des personnages très très chanceux qui ont vraiment pas de chance. Et c'est jamais cohérent, quoi. C'est jamais cohérent. Et vraiment, mes reproches ne s'arrêteraient pas là, mais je vais quand même finir par certains messages encourageants. D'abord, tout semble venir d'une simple immaturité artistique, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Et s'il y a un truc qui se guérit avec le temps, évidemment, c'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, l'autrice voit une bonne idée, elle fonce sur cette bonne idée, et elle balaye les implications un peu chiantes, alors qu'il aurait mieux valu explorer ces implications. Comment on calcule le temps quand la planète ne bouge plus, par exemple? C'est une question qui est fascinante. Qui décide quand on travaille et quand on dort? Est-ce que quelqu'un décide, simplement? Est-ce que certaines villes, par exemple, mettent en place des dômes qui s'opacifient pour masquer la lumière du soleil? Vous voyez, pour simuler une nuit. Enfin, créer, quoi. Créer, imaginer des choses. D'ailleurs, il y a le germe de ça, parfois. Par exemple, dans la capitale du Midi, il est interdit de mentir. Pourquoi? Parce que tout doit être en pleine lumière. Il y a un côté un peu, vous voyez, un côté un peu religieux là-dedans. C'est une très bonne idée de jouer sur le sens figuré, d'être en pleine lumière. Mais alors, c'est purement, voilà. Moi, j'aurais fait l'inverse. J'aurais, dans les terres obscures, puisque tout est plus sombre, la population doit être plus honnête, parce que comme c'est plus facile de dissimuler la vérité, la loi doit compenser en étant plus dure. Voilà, moi, ça me paraissait plus cohérent comme ça, mais un effort d'imagination et de réflexion a été fait dans ce sens, et ça c'est vachement bien. Pour conclure, je pense vraiment qu'il y a les germes pour créer un super univers dans ce livre, et je vous ai même pas parlé de l'histoire à proprement parler. J'ai trouvé que l'histoire était assez fade, je vous en parlerai peut-être demain sur Twitch. Globalement, c'est une réflexion qui est malheureusement là encore très superficielle sur le racisme, l'acceptation de la différence, qui a ses problèmes aussi, mais je vais pas insister là-dessus. On a parlé très longtemps de ce livre, donc je vais pas insister là-dessus. L'intérêt du livre pour moi, c'est surtout de développer cet univers, et honnêtement, c'est très prometteur. Voilà, ça nécessite peut-être juste un petit peu plus de travail, ou un petit peu plus de réflexion, et c'est mon opinion, tu peux décider que je suis un sale con et dire que t'en as rien à foutre, c'est tout à fait possible aussi. Ce n'est que mon avis qui n'engage que moi. Je le répète à chaque fois, mais c'est parce que pour chaque auteur, chaque autrice, indépendamment, c'est important de l'entendre, ce n'est que mon opinion, elle a la valeur que vous lui accordez. Malgré la visibilité que j'ai sur YouTube, je ne suis qu'un lecteur comme un autre. Je pense vraiment que c'est important d'insister. Mettez-vous à la place des auteurs et des autrices qui s'entendent dire des trucs qui sont quand même pas faciles à entendre. Dites-vous que ça fait du bien de se rappeler... Ouais, mais lui, peut-être il est con. Voilà, c'est pour ça que je me permets de mettre les points sur les i très régulièrement. Beaucoup de i, beaucoup de points. Et parlons de ça, on va tâcher de faire ça vite. Les peuples de Gaïa, tome 1, Moira de Grégory Orsier. Ça fait littéralement plus de 4 ans qu'il attend mon opinion, et j'ai pas du tout aimé, je l'ai pas fini, je lui ai mis un des moins. J'aime pas quand c'est comme ça. Après, deux aspects positifs, c'est que d'une part, parce que ça fait 4 ans, il a peut-être évolué depuis, hein, il a peut-être eu recul sur son propre travail, donc voilà, on va se... Et d'autre part, il est aussi peut-être passé complètement à autre chose, donc voilà, moi aussi, des fois, j'ai besoin de me trouver des petits points positifs comme ça. Moi aussi, j'ai besoin de prendre du recul sur... Pour moi, parce que si vous voulez, c'est beaucoup de responsabilité aussi. Les auteurs et autrices m'envoient leur travail, ils attendent pendant des années, et je leur dis, bon, bah, c'est pas... Voilà, enfin... Je me mets à leur place, quoi. Je me dis, attendre mon avis pendant 4 ans, donc la durée de l'existence des coins lecture, et se prendre un... Bon, c'est pas terrible, ça, hein. Allez, ciao. C'est absurde, quoi. Voilà, le recul, c'est important pour vous, pour moi. Important aussi, donc je répète, mon opinion. Mon opinion qui n'a que la valeur que vous lui... Ils sont incroyables. Et troisièmement, je fais toujours ça dans le but d'être constructif, pas destructif. Donc voyons ensemble ce qui n'est pas allé pour moi dans cette lecture, Les Peuples de Gaïa, tome 1, Moira de Grégory Orsier. Couverture. Et je vais pas mâcher mes mots, elle est là pour vous. J'imagine qu'il y a eu beaucoup moins de travail pour la couverture que pour l'ensemble du livre, donc je vais le dire tel que je le pense. C'est catastrophique. Et j'aime pas être trop dur, mais là c'est... Enfin, j'imagine que vous allez me trouver dur. Je suis désolé, j'essaie d'être honnête. Honnêtement, cette couverture me donne pas envie de lire le livre. Elle fait très... J'ai découvert Photoshop il y a 2 heures. Les tailles des personnages sont hyper bizarres. Alors, je sais qu'elle est censée être petite, mais elle pouvait être au premier plan aussi, la protagoniste. Non, puis le filtrage, le fait que sa tête, la tête de la protagoniste, soit dans les ombres, et du coup on voit pas bien les contours de sa tête. Le fait que ça soit des silhouettes, pourquoi des silhouettes? Et sur un plan beaucoup plus personnel, le A de Gaïa, le A majuscule de Gaïa, le deuxième A majuscule de Gaïa, ça fait bizarre. Et moi, quand il y a Gaïa dans le titre d'un livre d'emblée, c'est pas bon. Je sais pas pourquoi, moi c'est un... Nope. Quand il y a Gaïa dans le titre d'un livre, moi ça me... Mais là c'est moi.
Là, c'est 100% moi. Donc ouais, voilà, la couverture, ça ne fonctionne pas. Et la quatrième, pareil, mais moins. Là, on a une photo de cheminées d'usine qui sont coupées hyper bizarrement. Et je vois pas le rapport avec lui. J'ai pas fini le livre, j'ai lu que les 2 premiers tiers du livre. Mais les 2 premiers tiers, je vois vraiment pas le rapport. Il est peut-être évident ensuite, donc là, je le dis pas. Le résumé, par contre, est plus intriguant. Le résumé est plus intriguant, donc je vais vous lire le résumé. Salut Moira! Ouvrez les guillemets, salut Moira. Le projet Econet est sur la touche depuis 2 mois, et tu as peut-être déjà rendu le matériel. J'ai trouvé quelque chose et j'ai besoin de toutes les données possibles. Du groupe NASCA, N-A-S-C-A, tu es le dernier membre à pouvoir m'aider. Réponds-moi vite, fermez les guillemets. Quand Moira Pichon, dont le quotidien balance entre un travail pour payer ses factures et des balades sur les sentiers de la Haute-Loire pour s'oxygéner, reçoit ce message, c'est le début pour elle d'un renouveau. Entre ses incertitudes, son passé et son envie de croire en l'incroyable, Moira va devoir se redécouvrir et prendre son destin en main. Moira est le premier tome du cycle Les Peuples de Gaïa. Bon alors, c'est pas parfait du tout, c'est très cliché, ça dévoile pratiquement rien, mais je vais pas mentir, il y a aussi une dimension intrigante. Voilà, ça donne envie d'ouvrir le livre. La couverture, c'est 1/5, la quatrième, c'est... elle est pas belle, genre 2/5, quoi. Et là, il y a le roman. Bon. Alors le style. Le style, vous savez déjà ce que je vais dire, c'est pas maîtrisé. C'est maladroit. Dès la première page, on a le résultat d'un procès, et le président dit « La séance est reprise !» Alors, je sais même pas quelle est la formule consacrée, je sais que, à force d'avoir vu des films, si tu veux, il y a une phrase... la séance reprend, ou j'en sais rien. Rien qu'à l'oreille, ça sonne bizarre, la séance est reprise. La séance peut reprendre, peut-être. Reprenons la séance, je sais pas, même pas la séance est reprise, ça fait hyper bizarre. Première page, littéralement, l'audience est reprise. Et après, les fautes de français se succèdent, mais c'est en plus des accords d'adjectifs, des trucs auxquels vous devriez vraiment être très, très... Surtout si vous vous auto-éditez, c'est pas des fautes de français très difficiles, quoi. Et là encore, c'est dès la première page. Et dès la première page, je sais pas pourquoi, il y a des dialogues et des pensées qui sont en comics sans gras et italique. Même pas les plus importants ou les plus importantes, juste parfois, comme ça. Il y a des dialogues et des pensées qui sont en comics sans gras et italique. Alors le changement de police dans un roman, ça se fait, bien sûr, mais pas aléatoirement, quoi. Puis pas avec du comics sans, quoi. Je sais pas si c'est son sens, je crois que c'est du comics sans, mais c'est une police qui est conspuée depuis les années 90, quoi. Et je vous jure que ce sont des phrases aléatoires. Genre, le personnage qui pense... Enfin, je vais essayer de vous trouver la page, ça va aller vite. Voilà. Personnage qui pense, page 18... En attendant mes rêves, faisons des pâtes. Comics sans gras italique. Ça arrive super tôt cette ligne de je vous dis page 18. Et un peu malheureusement, c'est une phrase qui résume pas mal mon opinion globale sur ce que j'ai lu du livre. Tout fait remplissage. D'un côté, il y a le style, ça c'est quelque chose, voilà. Bon, c'est ce que c'est, ça peut se travailler, y a pas de souci. Le vrai problème, qui fait que pour moi on passe d'un D à un D-, c'est que je sens pas de passion. Je sens pas de propos, quoi. Je suis désolé, je sais que c'est dur ce que je dis, franchement, je ressens aucun plaisir là dans ce que je fais. Ça fait partie de mon ressenti, en lisant le roman, j'avais vraiment l'impression de deviner la feuille de calcul ou le Google Doc, ou j'en sais rien, avec marqué « Chapitre 1. Moira se fait tirer les cartes et reçoit un SMS mystérieux. Chapitre 2. Moira échange en ligne avec son collègue Julien. Chapitre 3. Moira va chercher Julien à l'aéroport. » Tous les chapitres donnent l'impression d'être du rembourrage autour de ces étapes. L'expression qui m'est venue pour parler de ça, c'est « on voit le squelette du roman, parce qu'au lieu de mettre de la chair et des muscles dessus, t'as mis du coton. Et du coup, ça fonctionne pas, ça ne tient pas debout. Enfin, ça tient pas debout. Si, mais ça fait remplissage. Genre, typiquement, le chapitre 3, il dure 10 pages. Je rappelle la destination du chapitre 3. Moira va chercher son collègue Julien à l'aéroport. Il a une nouvelle très excitante sur leur projet scientifique commun. Voilà. 10 pages de chapitre. Page 1, elle nous explique comment s'est passée la route. Elle cherche le terminal. Donc, elle arrive à l'aéroport. Page 2, elle trouve un plan de l'aéroport. Et elle demande de l'aide à un hologramme, parce que ça se passe dans le futur. Page 3, elle est en avance de 20 minutes. Donc elle regarde les boutiques, parce qu'elle va faire un cadeau pour sa mère, parce qu'il y a Noël qui arrive. Page 4, elle regarde 2 avions atterrir. Le dernier est peut-être le bon. Elle est impressionnée parce qu'elle n'a jamais vu d'avion. Page 5, elle ne reconnaît pas Julien. Donc elle attend Julien, elle ne le reconnaît pas. Enfin, elle ne le reconnaît pas parce qu'elle ne le voit pas sortir de l'avion. Elle s'endort en attendant Julien. Page 6, enfin, elle accueille Julien. Page 6 de ce chapitre. Page 7, ils prennent la route de retour, ils partent de l'aéroport, ils rigolent. Page 8, ils écoutent de la musique, on nous explique comment fonctionne la musique, il y a 3 stations, je sais plus exactement, il y a 3 stations de radio, je sais plus. Page 9, ils écoutent les informations, et aux infos, ils parlent d'un gars qui est important pour l'histoire, donc là, voilà, on commence à avoir un peu de viande. Page 10, ils commentent l'information. Alors la façon dont je vous résume le livre, soyons clairs, c'est la façon dont je l'ai vécu, quoi.
Et je suis pas con non plus, je sais ce que l'auteur a essayé de faire. Il a essayé de faire de la construction de l'univers, comment fonctionnent les aéroports, les stratoports, je crois, dans cet univers-là. Il a essayé aussi de faire du développement de personnages. Un roman, c'est pas de l'action à chaque page, bien sûr, je suis pas débile. Il faut faire vivre l'univers, c'est important. Mais, et c'est là que j'ai un problème, il faut que ça soit intéressant. Il faut que ça soit... Ça se passe dans le futur, oui, mais... Est-ce que le stratoport est différent d'un aéroport? Pas vraiment. Et les holo-hôtesses, là, les hologrammes, les holo-stewards, les holo-hôtesses, c'est plus ou moins des bornes, des drives, des fast-food, quoi, avec de l'intelligence artificielle. Moira, quand elle regarde les boutiques pour trouver un cadeau de Noël, un cadeau de Noël pour sa mère, est-ce que c'est important Noël pour elle? Est-ce qu'elle a un problème avec sa mère, peut-être? La vraie question là sur cette idée de Noël, de machin truc, c'est... Et pour toutes les décisions, c'est est-ce que si je le retire du roman, ça change quelque chose? Voilà. Souvent, la réponse, c'est non. Si tu retires ça du roman, ça ne change rien. Et malheureusement, la réponse, c'est ça pour beaucoup de questions. Très souvent, la réponse, c'est non. Si je le retirais, ça ne changerait rien. Les personnages sont très superficiels, ils sont très chiants, ils sont à peine caractérisés. Julien, il est québécois, il est gentil et rigolo, on a fait le tour. Voilà. Puis ouais, comme je disais, le style aide pas, quoi. Le style aide pas. À un moment donné, les protagonistes vont signer un contrat, et la signature du contrat doit se faire le 24 décembre. Et je crois que c'est un personnage qui pense, c'est peut-être le narrateur, mais je crois que c'est un personnage qui pense on va signer notre contrat le 24 décembre, dis donc, c'est Noël avant l'heure. Non, c'est Noël le jour même. Bon, techniquement, Noël, c'est le 25, le 24, c'est le réveillon. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a une période pendant laquelle tu peux pas dire c'est Noël en avance. C'est du 24 décembre à début janvier, à peu près. Parce qu'après, jusqu'à début janvier, c'est Noël en retard. Après, éventuellement, c'est Noël en avance. Il trouve une présence anormale dans les couches profondes de la surface terrestre. Et deux scientifiques différents réagissent en mode « Nous avons trouvé une divinité ». Alors, pareil, les scientifiques croyants, ça existe, je suis sûr que ça existe, mais c'est pas la première réaction, quoi. Enfin, j'y crois pas, quoi, j'y crois pas. Ah oui, j'ai vu passer une expression qui m'a donné envie de faire un petit point pour vous parler de ça. Toujours, je suis un lecteur, je suis pas un auteur, donc voilà. Un petit point technique sur « malgré que ». Alors, il n'y a pas malgré que dans ce livre. D'après l'Académie, c'est incorrect d'utiliser malgré que. Quand on écrit un livre, il faut pas l'utiliser. Il faut privilégier bien que, quoique, même si. Après, certains grands auteurs ont utilisé malgré que suivi du subjonctif, mais c'est globalement considéré comme une erreur. Vous pouvez vous planquer derrière certains auteurs si vous l'utilisez, c'est considéré comme une erreur. Mais il y a un truc que vous ne devriez pas dire, et dans la mesure du possible, que vous ne devriez jamais écrire, c'est malgré le fait que. Oui, c'est correct, c'est même l'exemple qu'on te donne pour dire ne dites pas malgré que, dites malgré le fait que. Non, dites pas malgré le fait que, c'est super lourd, c'est super moche. Vous devriez jamais l'écrire. Malgré est suivi d'un nom commun, oui. Trouvez le nom commun. J'ai pas pu terminer le devoir malgré le fait que le prof nous ait donné du temps en plus. Je n'ai pas pu terminer le devoir malgré le délai supplémentaire accordé par le prof. Je n'arrive pas à dormir malgré le fait que je sois fatigué. Je n'arrive pas à dormir malgré ma fatigue. Malgré le fait que c'est m'égaler. Voilà, petit tips que j'ai lu quelque part, que j'ai trouvé pertinent. Je vous le partage. Et donc ouais, donc je voulais aller au bout du livre. Au départ, je voulais aller au bout du livre parce que comme je disais, ça me fout super mal à l'aise. Ça fait 4 ans donc l'auteur attend mon retour, mais là, il a intégré un personnage, je mets des guillemets, si jamais je fais une version podcast, là je mets des guillemets avec les doigts, trisomique. Et là, ça m'a trigger de partout. Je connais même pas de trisomique, je suis fan de personnes atteintes de trisomie ou de syndrome de Down, je sais même pas comment on dit de façon correcte aujourd'hui. Donc ouais, je suis mal placé pour être gêné par ça, mais vous allez voir, vous allez vite comprendre. J'ai dû arrêter, je sais pas, je pense que l'auteur a dû faire un énorme amalgame entre autiste et trisomique, peut-être, parce que son personnage devient au pied levé le médecin de bord de la première mission scientifique humaine à destination de Mars. Et le reste de l'équipage n'a pas le droit de savoir pourquoi elle a été choisie. Elle remplace quelqu'un au pied levé. Franchement, je suis pas renseigné sur la trisomie 21. Voilà, je veux choquer personne par mon ignorance, donc si jamais vous voulez me corriger, corrigez-moi, il n'y a aucun problème, je suis ravi d'apprendre. Je sais que le spectre de déficience cognitive lié à la trisomie est très varié, ça je le sais, tous les cas ne se présentent pas de la même façon, et tous les cas ne se présentent pas comme on l'imagine, comme on pense, c'est cliché de la trisomie 21. Ce que je peux dire en revanche, c'est que j'ai trouvé le traitement de ce personnage très validiste, et ça m'a beaucoup gêné. Évidemment, c'était pas méchant, c'est jamais méchant, jamais, non. Mais là... C'était évident que c'était pas méchant. Ça sent que c'est bienveillant, si tu veux. C'est voilà. Le personnage qui dit qu'elle veut être traitée comme quelqu'un de normal. D'une part, d'où c'est normal d'aller sur Mars, quoi. D'une. Et de deux, être handicapé, ça te rend pas anormal. Je sais pas si on parle encore d'handicapé. Je suis très très peu renseigné là-dessus et je veux choquer personne. Et plus tard, le personnage dit, et là je cite
si je vais sur Mars, je montrerai que même si des fois je ne suis pas très maligne, je peux faire quelque chose aussi bien qu'un être humain. Je pense vraiment pas avoir besoin de développer ce qui me choque dans cette phrase. Bref, malheureusement, je peux pas vraiment vous recommander ce livre. Honnêtement, je déteste faire ça. Je déteste ce que je vis là. C'est un exercice de communication et de diplomatie que manifestement je maîtrise pas. Hein, voilà, ça on est bien clair là-dessus. Je suis vraiment désolé. Donc voilà, j'espère que son deuxième tome avance bien. Très sincèrement, j'espère que son deuxième tome avance bien. Je me suis renseigné, j'ai vu qu'il ne communique plus sur ses livres depuis 3 ans. Donc voilà, j'espère que c'est pour se plonger dans son sujet, j'espère que ça se développe bien, j'espère que le public qu'il a le soutient, j'espère que ses proches le soutiennent dans sa démarche. Voilà, il a un petit public, il y a des gens qui le soutiennent sur Facebook, j'ai vu ça. Cette émission n'est pas faite pour insulter ou pour humilier qui que ce soit, c'est très important que vous en ayez conscience. L'auteur m'a envoyé son livre dans le but d'avoir mon retour authentique sur son livre. C'est ce que j'ai essayé de donner, j'espère que ça lui sera utile, à lui ou à d'autres, et si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas, les 15 premiers chapitres de son roman sont disponibles sur la page Facebook des Peuples de Gaïa, donc vous pouvez aller découvrir ça pour voir si ça vous tente. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire au sujet de ce livre. Mon coup de cœur du mois spécial viewer. Sauve-moi de ma gêne, par pitié. Coup de cœur du mois spécial viewer, un passage qui est toujours un plaisir, mais là, a priori, non, pas a priori, a fortiori. Je crois qu'à chaque mois spécial viewer, il y a un livre qui est vraiment un coup de cœur, ça c'est chouette, et en même temps c'est un peu normal parce que je lis tellement de romans de jeunes auteurs et jeunes autrices que même accidentellement, à un moment donné, il y en a bien un que je vais adorer, forcément. C'est une probabilité statistique. Voilà, une probabilité statistique assez safe. Voilà, Amaterasu, déesse du soleil, qui se prononce probablement Amaterasu ou quelque chose comme ça, que j'ai pas envie d'appeler comme ça parce que ça fait... Ah, ma terrasse. Quelle belle terrasse. Donc, Amaterasu, je suis désolé, déesse du soleil, d'Ivan Barbedette, c'est un A-. Alors, je me permets, je vais dire pratiquement que du bien du roman, donc petit truc rigolo. Il y a le nom de l'auteur en haut de toutes les pages de gauche. Et comme il arrive très bien à conjurer la culture fantastique japonaise, parfois ça m'a arraché un petit sourire de me rappeler que l'auteur a le nom le plus franchouillard du monde, Ivan Barbedette. Bon, mon nom de famille c'est Brut, donc voilà, je peux parler, mais voilà, ça me fait sourire. Ça me fait sourire, oh ta gueule. Alors, tout d'abord, résumé évidemment sur la 4e de couverture. Le 7 janvier 1989, le soleil disparaît. Le Japon est plongé dans les ténèbres et des yokai de toutes sortes envahissent les rues pour traquer les humains et dévorer leur chair. Derrière ce chaos, un seul coupable, la déesse Amaterasu. Akane, reconvertie en tueuse de démons, découvre qu'elle a été choisie par la divinité. Elle doit trouver de quelle manière devenir son Usume et sortir le monde de l'ombre. Amaterasu, déesse du soleil, développe un roman sombre où les frontières du réel et du spirituel se confondent. Avec un bestiaire varié, Ivan Barbedette nous entraîne au cœur du folklore japonais en réinventant le mythe de la déesse Amaterasu. Bon, je le dis cash, ça donne très envie. La 4e, c'est 5 sur 5. Bam, bravo. Toute petite retenue sur la formulation Amaterasu, déesse du soleil, développe un roman sombre où les frontières blablabla. Shutter Island nous présente un film intéressant. Enfin voilà, la petite retenue, mais rien. Voilà, du pinaillage, pas sûr de la formulation, mais c'est rien. Donc voilà, le résumé donne hyper envie. Bestiaire varié, des yokai envahissent les rues, la déesse du soleil l'a éclipsé, bon voilà. Et alors, bon, la quatrième de couverture n'en parle pas, donc je vais pas en parler. Mais mon aspect préféré du récit, du livre, n'est pas dans la 4e. Alors je vais respecter ce parti pris. Un peu moins demain sur Twitch, mais là pour l'instant je vais respecter ce parti pris. Je vais absolument pas vous le spoiler, parce que j'ai adoré l'effet que ça a provoqué chez moi quand je l'ai compris. Donc je vais simplement dire, je crois que ça spoil vraiment pas, c'est un roman de science-fiction. Je dis juste ça parce que rien dans la 4e de couverture ne laisse supposer que c'en est un. C'est un roman de science-fiction. Et je ne dirai pas un mot de plus sur cet aspect. Non, monsieur! Parce que je comprends si vous voulez la volonté de l'auteur de ne pas évoquer cet aspect-là du récit. Je comprends, je respecte. Après, c'est si tu vas sur les sites de référencement, c'est référencé comme étant de la science-fiction, donc je considère que c'est pas un spoiler. Donc, je disais. 4e de couverture, 5 sur 5. J'adore en plus cet effet de... Attendez, je vais essayer de... Voilà. Cet effet de brillant sur le... Est-ce que vous le voyez? Ouais, voilà. Effet de brillant là sur le soleil. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je trouve que ça claque. Trop bien. 4e, très sobre, noir. Voilà, titre, résumé. J'ai un tout petit peu plus de retenue concernant la couverture.
Après, je dirais quand même qu'on est sur un solide 4 sur 5, hein, y a pas de... Voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Le personnage de dos, l'éclipse, le gros chat à deux queues, qui est un yokai, mais je vais pas m'amuser à massacrer leur nom. En plus, ils sont sur une grosse main de squelette, là, voilà, avec la traînée jaune qui est là. Pour moi, ça crée un ensemble qui fait un peu, là encore, amas de calque. Quand tu as lu le livre, tu comprends que tu comprends ce qui se passe. Mais là, on est dans un cas typique de ce pourquoi l'anglais utilise l'expression less is more. Très mal traduit, moins c'est plus. Voilà. En français, on a le mieux et l'ennemi du bien, mais là, en l'occurrence, c'est pas une question de mieux, c'est une question de plus, de trop. Honnêtement, tu gardes que le personnage de dos et l'éclipse, et ça fonctionnait mieux, d'après moi. Au niveau juste construction de la couverture. Franchement, vous savez quoi? Même en ne gardant que l'éclipse, je pense que ça fonctionne très bien. Après, ça reste une couverture appétissante, soyons bien clairs, ça fonctionne. Donc, le récit commence, et là, on découvre deux choses. La protagoniste et l'univers dans lequel elle évolue. Et les deux sont merdiques dans le meilleur sens du terme. Elle, Akane, c'est une quarantenaire divorcée, elle a un fils qui est méga con, tu sais, qui a une montagne de muscles et rien dans le crâne, merde. Et elle méprise son ex, cette pauvre Akane, sa progéniture, elle la méprise d'autant plus, elle leur parle comme à des chiottes. Voilà, on va pas être dans les codes classiques du héros. Voilà, on va poursuivre dans les codes classiques après. Akane fait partie des Lucifer, une unité de mercenaires qui s'occupe des yokai, qui donc pop un peu partout dans Tokyo à cause de l'éclipse. Et les yokai n'apparaissent que là où il y a de l'ombre. Donc il est illégal de ne pas éclairer chaque parcelle de ton terrain, soit avec de l'électricité, soit avec des champignons bioluminescents, et c'est leur taf à LZE, donc les Lucifères, de bien vérifier que tout le monde éclaire tout bien. Et donc bien sûr, c'est aussi leur taf d'anéantir les yokai qui apparaîtraient de façon fortuite. Alors, dès le départ, on a une ambiance qui est à mi-chemin entre Ghostbusters et The Witcher, dans le folklore japonais, traditionnel japonais. Ghostbusters parce que on a cette humaine qui doit affronter des créatures fantastiques et un peu obscures dans un cadre très urbain, donc Tokyo de 89, et les créatures en question ont des rangs de dangerosité aussi, et évidemment ils sont très nombreux à pouvoir la tuer elle, et elle est très vulnérable. Et le côté The Witcher, c'est ce que je vous ai dit que j'adorais dans le dernier vœu, donc le premier tome de la saga. Geralt affronte des créatures, mais c'est autant ses capacités physiques que ses connaissances qui lui permettent de s'en sortir, et ça c'est vraiment un point qui était primordial. Il connaît le point faible de chaque monstre, et c'est comme ça qu'il gagne à chaque fois. Gros écart de luminosité, désolé. Alors, il y a l'entraînement aussi, mais il y a aussi, et sans doute surtout, la connaissance. Et bien pour Akane, c'est pareil, le premier affrontement qu'elle subit dans le chapitre 1, la personne qui a appelé les Lucifères a sous-estimé le danger, et elle ne peut pas le battre seule. Mais elle sait que ce yokai n'engagera le combat que sous certaines conditions, et donc elle s'assure que ces conditions ne sont pas réunies pour gagner du temps en attendant les renforts. D'entrée de jeu, je me suis dit, bon, tout fonctionne, c'est très bien. Et là, un peu frustrant, mais c'est comme ça, il y a ma partie préférée du livre, qui est la partie dont je préfère ne pas vous parler pour que celles et ceux qui vont découvrir le livre aient la même sensation de vertige, j'ai envie de dire, que moi. Après, bon, toujours, si vous voulez savoir, vous savez comment ça marche, vous savez que j'en parlerai demain en live sur Twitch, sur ma chaîne Twitch LinksTS. Il y a mon bébé qui joue à côté, je suis désolé. En soirée, les lives ça a lieu en soirée, donc n'hésitez pas à passer. Et si vous ne pouvez pas passer, ou si vous voulez pas passer, le lien pour le replay sera disponible pendant 3 mois, et je l'épinglerai dans les commentaires de cette vidéo dès qu'il sera disponible. Mais, ce que je vous dis, c'est déjà bien, mais le roman devient mieux ensuite. Parce que donc, ouais, voilà, elle va rencontrer la déesse du soleil, elle va se demander ce qu'elle veut, si c'est une adversaire ou une alliée, qu'est-ce qu'Amaterasu attend d'elle, mais si c'était seulement ça, ce serait plat, en fait, un peu. Il y a d'autres éléments, découvrez-le. Je vous recommande très chaudement, je ne peux pas vous dire mieux. Alors vous allez peut-être me dire, dis donc, après cette pluie d'éloges, pourquoi à moins ? Surtout le moins. En fait, c'est tout simple, c'est la connexion émotionnelle se fait jamais vraiment. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je trouve la protagoniste vraiment badass, j'adore l'univers qui est développé, mais émotionnellement, c'était pas là, quoi. Écoutez, ça a pas lieu, ça va, ça c'est pas... Voilà, j'étais happé par le décor, j'étais happé par l'histoire, les idées, mais au niveau des émotions, je suis toujours resté un peu extérieur, si vous voulez. Après, pour être très clair, c'est un tout petit reproche, vraiment, en fait, c'est même pas un reproche, c'est plus un constat un peu dommage, que tout fonctionne super bien et que pourtant il n'y a pas eu cette espèce d'ultime déclic, quoi. Je pense que le fait que la protagoniste soit finalement très solitaire, je vous ai dit, elle déteste son mari, elle déteste peut-être encore plus son fils, ses voisins sont des merdes, enfin, toute la partie dont je préfère pas vous parler, c'est pas
c'est pas franchement beaucoup plus réjouissant. Donc voilà, je me dis, ça aurait peut-être été bien, j'en sais rien, mais ça aurait peut-être été bien de lui donner quelque chose pour peut-être la rendre plus humaine, cette héroïne. Pas humaine dans le sens faillible, parce que là on est complètement dedans, ça y a absolument aucun problème. Enfin voilà, elle a des failles techniques, elle a des failles personnelles, mais elle n'a pas de failles émotionnelles, elle n'a pas de point faible émotionnel. Enfin, elle finit par en avoir à la fin, mais c'est très tard. D'ailleurs, quand ça finit par... Quand elle commence à montrer des failles émotionnelles, je me suis dit que du coup, on sortait de la caractérisation du personnage un peu, de la caractérisation établie pour elle. Je serai beaucoup plus clair demain sur Twitch. Mais voilà, à moins, ça veut juste dire, quand même, malgré quelques toutes petites réserves, j'ai adoré et ça me fait très plaisir de vous dire que je vous le recommande très chaudement. Et voilà, c'était le 3e coin lecture de mai. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour conclure ces coins lecture spécial viewer. Mon système de notation va en prendre plein la gueule, vous allez voir. Un remerciement particulier à mes Plectrion de niveau 3 et plus, comme toujours, notamment CXILIA RGZ, Boulix, Myriam, Siko, Mimi Meli, Andrea Martini, Matt Chameau, Salomé et Xav en live. Pardon. N'oubliez pas de vous abonner ou de vérifier que vous êtes toujours abonné, évidemment, pour ne pas rater le prochain épisode, l'épisode de la semaine prochaine. À demain au coin du feu sur Twitch, si vous y êtes. Et sinon, bah, la semaine prochaine, donc je l'ai déjà. Allez, salut, au revoir, salut!